Bonjour à tous et bienvenue à ce sixième webinaire de la SFEN consacré aux réacteurs innovants, nouveaux acteurs, nouvelles technologies. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a lancé dans le cadre du programme France 2030 une approche d'innovation ouverte pour inciter de nouveaux acteurs à concevoir et industrialiser des réacteurs dits en rupture. Il s'agit d'apporter des réponses aux enjeux spécifiques que pose l'énergie nucléaire, sûreté intrinsèque, meilleur usage des matières, réduction des déchets et ainsi qu'aux besoins des futurs systèmes énergétiques, développement d'applications non électrogènes, fonctionnement dans un système avec beaucoup de renouvelables. Donc, l'ambition de l'appel à projet qui a été publié en mars 2022, qui sera clos fin juin 2023, c'est de créer un nouvel écosystème de start-up qui soit complémentaire avec nos champions du secteur. Donc, à ce jour, vous avez pu rencontrer 5 d'entre elles grâce au webinaire qu'on a organisé au mois de septembre et au mois d'octobre. Et dans notre série de printemps, vous allez pouvoir rencontrer 4 nouvelles entreprises. J'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Exana, donc en particulier Sylvain Nizou, qui est le Chief Executive Officer d'Exana, Paul Gauthier, qui est le Chief Technology Officer d'Exana, et donc ils vont nous présenter le projet Exana. Le déroulé sera le suivant, donc ils vont nous faire une présentation de 20 minutes, puis on a le grand honneur d'accueillir Patrick Lederman, qui est membre de l'Académie des technologies et qui fera, comme on le fait d'habitude, une carte blanche. Puis, ça sera le moment pour poser vos questions. Donc, vous vous souvenez que pour poser vos questions, vous devez utiliser l'application Slido qui est en haut sur votre écran. Pour ceux qui n'ont pas cette application, vous pourrez trouver un lien dans la conversation qui vous permettra à la fois de poser vos questions et, je vous le rappelle, de voter pour les questions pour que moi je puisse sélectionner en priorité les questions qui intéressent le plus d'entre vous. Voilà, donc je vais sans plus tarder passer la parole à Sylvain et à Paul. À vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et je partage. C'est bon, merci. Vas-y, Sylvain. Donc, Exana, c'est une start-up, une nouvelle société qui est essaimée du CEA, qui associe des partenaires industriels et qui développe une technologie de réacteur neutrons rapides refroidi au sodium. Exana, aujourd'hui, on considère la solution alternative à l'utilisation des combustibles fossiles et qui se destine à décarboner les secteurs de l'industrie lourde et du transport longue distance. L'objectif étant évidemment de reprendre notre destin énergétique en main. Quelques éléments, 80%, comme vous pouvez le voir sur on pourrait dire cet histogramme, mais en fait, ce n'est pas un histogramme, c'est une courbe qui représente tout simplement la répartition depuis 30 ans de nos consommations dans le monde d'énergie primaire. Et on voit tout simplement que 80%, ça ne bouge pas. C'est notre part de consommation de combustibles fossiles. Et on voit à la marge surnager nos énergies bas carbone et notre biomasse. Donc ça, c'est le premier constat, c'est qu'on a beau faire certains efforts, ça ne fonctionne pas vraiment. Quand on se ramène à quelques chiffres importants, on réalise en fait que notre stratégie de décarbonation, elle n'est pas à l'échelle. Elle n'est pas à l'échelle. Premier point, à l'horizon 2050, on a 30 000 TWh d'énergie décarbonée à fournir pour décarboner les secteurs de la chimie, de l'acier, du ciment, ces grandes industries essentielles au fonctionnement de notre économie. Et on a besoin d'une énergie électrique, d'une énergie thermique très bas carbone. On a également ce constat que le déploiement des énergies renouvelables doit être également accompagné au service des réseaux, de leur sécurisation, de leur stabilité, de 400 à 700 gigawatts à l'échelle européenne d'ici 2050, de capacités énergétiques, électriques flexibles. Et puis le troisième point, c'est qu'en Europe, on est assis sur un tas d'or. Ce tas d'or, c'est finalement ce tas d'énergie, c'est ces matières combustibles usées que l'on sait valoriser à condition de disposer de la technologie qui nous le permet, afin d'acquérir cette souveraineté énergétique et cette indépendance en termes de fourniture d'énergie bas carbone.
Pour la suite, aujourd'hui, on constate que donc, les grands émetteurs, les grands consommateurs, les grands émetteurs de CO2, les grands consommateurs d'énergie, et en particulier d'énergie fossile, on les retrouve sur la cartographie illustrée sur l'image de gauche. Elles sont réparties principalement dans quelques centres en France d'émissions, souvent dans les zones industrielles ou portuaires. Et on identifie qu'il y a 5 grands secteurs qui émettent beaucoup de CO2 et qui consomment beaucoup de combustibles fossiles qu'il faut pouvoir aider. Ces 50 grands sites industriels, ces grands sites émetteurs ont été réunis il n'y a pas très longtemps à l'Élysée. Et on retrouve bien évidemment l'acier, la production d'électricité à partir de ressources fossiles, la chimie, l'engrais, production d'engrais, d'ammoniac, également le secteur de la production de ciment, et puis la production, le raffinage, la production de carburant. Et on peut constater que ces émissions de CO2, également depuis un certain temps, n'évoluent pas et on est sur quelque chose d'extrêmement stable et on n'est pas du tout dans une stratégie de décarbonation efficace et effective. Alors, dans ce contexte, comment on adresse ça? Tout simplement, on essaye de positionner la solution de production d'énergie bas carbone et souveraine que propose Exana, et on peut voir d'une certaine manière une des propositions de répartition et de positionnement de cette solution à l'échelle du territoire, et on peut même identifier que ça peut représenter une solution aussi sur les territoires outre-mer. Les marchés, c'est très simple, les marchés, ce sont ces secteurs-là, ces secteurs de l'acier avec des besoins d'énergie bas carbone flexibles, pilotables à l'échelle européenne qui sont immenses. Ce sont des centaines de térawattheures qui sont attendus chaque année, 350 térawattheures. Le cas de l'ammoniac à destination de la production d'engrais, la production également de carburants de synthèse, par exemple au secteur maritime. C'est au moins 150 térawattheures à l'échelle européenne par an qui sont attendus. La production de carburants de synthèse e-fuel, qui contiennent du carbone, ces hydrocarbures ou ces alcools, méthane, méthanol, kérosène et autres, ce sont des milliers de térawattheures à l'échelle mondiale qui sont aujourd'hui attendus. Et puis, c'est une réglementation européenne également qui impose d'incorporer ces carburants qu'il va falloir produire en quantité aussi sur nos territoires. C'est également le marché des réseaux, qu'ils soient locaux, qu'ils soient nationaux, apporter cette solution de flexibilité en complément et au service aussi du développement des renouvelables. Et puis, il y a des marchés annexes comme la capture de CO2, solution indispensable pour stocker du CO2, mais également pour réutiliser du CO2, en particulier dans les applications e-fuel, comme on peut le voir, ou pour la production de divers matériaux comme alternative à l'utilisation de carbone issu directement de combustibles fossiles. Et puis enfin, le dessalement de l'eau de mer, très intéressant, très important, sur lequel on va pouvoir aussi mobiliser cette technologie. Et puis, juste pour vous dire que cette diapo suivante, ce projet-là, c'est le fruit d'une rencontre, c'est le fruit de la rencontre entre ce que moi je viens de vous présenter, c'est-à-dire ce constat, le parcours que moi j'ai pu avoir dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la recherche, avec cette vision systémique des problématiques, cette connaissance aussi des acteurs industriels, des émetteurs de CO2, la compréhension et les difficultés qu'ils ont pour pouvoir trouver des solutions. Et c'est la rencontre avec Paul et Jean-Baptiste qui, eux, apportent cette connaissance, cette expertise sur la technologie des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Et voilà, notre projet, notre solution, c'est cette rencontre entre un besoin et une solution. Et je vais laisser maintenant la parole à Paul pour la suite de l'histoire. Alors, pourquoi le réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium? Pourquoi ce choix-là pour Exana? C'est le choix d'une technologie mature et utile à ce qu'on veut faire. Utile parce que c'est déjà une technologie qui apporte de la chaleur jusqu'à 500 degrés. Et on voit que les besoins industriels, c'est de l'électricité, mais c'est aussi de la chaleur. Qui peut le plus, peut le moins. Exana, ça peut fournir aussi de la chaleur sur toute la gamme de 80 à 500 degrés. Deuxième point, c'est un réacteur à neutrons rapides, donc qui permet de valoriser les combustibles usés des REP et jusqu'au PU ex-MOX, qui utilise l'uranium appauvri et qui donc nous sort d'une dépendance à l'uranium importé, qui est extrêmement sobre environnementalement, avec 2,3 grammes de CO2 par kilowattheure, qui est de l'ultra bas carbone, et qui n'utilise pas de matériaux critiques. Enfin, c'est une technologie Gen 4. Un des critères de la Gen 4, c'est la sûreté, et les réacteurs sodium permettent une sûreté intrinsèque. On n'a pas de pression, on peut refroidir en air en cas d'incident. La convection naturelle est facilitée.
Mais ce n'est pas tout. Pourquoi c'est la technologie la plus mature? Il y a une maturité industrielle liée à cette technologie et au background apporté par les 3 grands acteurs français, EDF, CEA et le Framatome. On considère qu'on a des matériaux et des combustibles qualifiés en environnement nucléaire avec des supply chains qui peuvent nous permettre de déployer rapidement cette solution. C'est une technologie qui est aussi connue des autorités de sûreté en France, en Europe et dans le monde, avec déjà des textes existants sur les démarches de sûreté. Et enfin, d'avoir un petit réacteur et en plus qui a besoin de moins d'eau que des plus gros réacteurs ou des technologies REP, fait qu'on a accès à plus de sites et une implantation facilitée. Alors, quand on parle de maturité, quand même, c'est 400 années réacteurs de REX, les réacteurs à neutrons rapides au sodium, dans plusieurs pays, dont notamment en France, où on a un héritage dont on peut être très fier. Et à Hexana, on va chercher à valoriser tout ce patrimoine scientifique et technologique qui a commencé par Phoenix avec 35 années d'exploitation et vraiment des records dans le monde des RNR, hein, que ce soit dans les matériaux, dans les combustibles ou sur les composants, avec un très bon fonctionnement pour un réacteur expérimental, particulièrement dans les dernières années. Super Phoenix, le plus grand RNR sodium jamais conçu, construit, exploité et démantelé, donc c'est un réacteur industriel vraiment unique. Et c'est aussi une machine qui, vers la fin de sa vie écourtée, a eu une excellente disponibilité jusqu'à 96%. Et puis le projet Astrid qui a permis de renouveler les compétences et puis surtout de faire un bond dans la modernité des outils de calcul, des innovations et de la démarche de sûreté. Donc le RNR sodium, c'est le système Gen 4 le plus mature qui répond aux besoins qu'on a évoqués au début. La solution Hexana, donc à partir des applications que vous voyez à droite du schéma, donc on va chercher à produire de l'hydrogène, des e-fuels, de l'acier décarboné, de l'ammoniac. Pour toutes ces applications industrielles, on a besoin de chaleur et d'électricité, et le tout de façon très flexible. Donc, et pour ça, le système Hexana, il produit de la chaleur jusqu'à 500 degrés et aux températures intermédiaires suivant les besoins industriels pour adresser tous ces besoins grâce à 2 réacteurs nucléaires de 400 MW thermiques associés, jumelés, et qui fournissent leur chaleur à un module de stockage thermique qui permet plusieurs choses, qui permet d'abord de découpler la partie nucléaire de la partie industrielle, y compris en termes de ségrégation physique, qui permet d'assurer une flexibilité de fourniture d'énergie sans toucher finalement à la puissance thermique des réacteurs. Donc ça, c'est très bon pour la durée de vie des réacteurs, qui est un enjeu économique. Et puis enfin, pour un réacteur sodium, à gauche, on a bien un réacteur sodium avec des circuits sodium. À droite, on a bien de la production d'électricité, de la fourniture de vapeur. Et ben, entre les deux, on a un fluide qui se veut à la fois compatible avec le sodium et l'eau, ce qui permet intrinsèquement d'éliminer la réaction sodium-eau. Donc, les innovations d'Hexana, ça va être sur la partie réacteur. On est bien dans ce qu'on appelle un AMR, Advanced Modular Reactor, donc une fabrication modulaire de tous les composants, y compris la cuve. On est bien dans un jumelage de modules pour assurer une fourniture constante d'énergie, même quand il y a un réacteur qui est en maintenance ou en rechargement combustible, l'autre peut continuer à fournir de l'énergie. Et puis, cette flexibilité apportée grâce au stockage thermique. Donc, c'est cette vision intégrée du système qui est une des particularités importantes de la solution Hexana. Alors, sur ce schéma, on voit les différents leviers de valeur d'Hexana. En haut, vous reconnaissez la façon qu'on a en France de faire de l'électricité bas carbone avec des REP qui fonctionnent en base et du monorecyclage du MOX. Donc, un des premiers leviers de création de valeur d'Hexana, c'est de se passer, on va dire, de toute cette filière amont du combustible pour recycler, valoriser les combustibles usés des REP et les stocks d'uranium appauvri pour refaire de l'électricité. Deuxième levier de valeur, c'est que cette électricité va être très flexible, jusqu'à 20% de PN par minute. On veut remplacer les centrales gaz pour faire de l'électricité de pointe avec nos stockages thermiques. Et enfin, le troisième levier de valeur, c'est sûrement le plus important en termes de marché, parce que les chiffres sont absolument gigantesques, c'est la décarbonation industrielle où, avec différents niveaux de température, on va fournir tout un tas de produits. D'abord de l'hydrogène par électrolyse haute température, de la capture carbone et d'azote et la combinaison de toutes ces molécules par des procédés qui ont besoin d'électricité et de chaleur, du Haber-Bosch, du Fischer-Tropsch, pour aboutir à des produits à valeur ajoutée ultra bas carbone. Et donc ça, c'est le plus grand levier de valeur de la solution Hexana.
Donc, quelques chiffres sur ce que peut produire la Hexana, donc les 2 modules d'Hexana, jusqu'à 200 tonnes par jour d'hydrogène, jusqu'à 1000 tonnes par jour d'ammoniac, jusqu'à 260 000 mètres cubes par jour d'eau dessalée, et jusqu'à 7600 tonnes par jour de CO2 capturé. On évalue en ce moment les quantités d'acier et d'e-fuel suivant ce qu'on veut faire, du méthanol ou du kérosène qu'on peut faire. Mais vous voyez qu'on est bien dans l'ordre de grandeur d'un réacteur et d'une solution qui est à l'échelle industrielle, du besoin des industriels et de tous les sites qu'on a vus sur la carte de France. On aurait pu mettre la carte de l'Europe ou du monde, ça aurait été le même principe. Alors, pourquoi 400 MW? 400 MW, c'est un arbitrage. Il faut que le réacteur il soit assez petit. On est bien dans un AMR, petite puissance, pour pouvoir construire en usine, y compris la cuve du RNR, donc, et pouvoir la transporter. Donc, cette notion de pouvoir transporter une cuve de RNR, c'est ça qui va en partie limiter la puissance. On veut embarquer un certain nombre de simplifications, de systèmes passifs, de simplifications sur la sûreté. Et donc, plus le réacteur est petit, plus c'est facile pour ça. Et puis, on veut s'adapter à un maximum de sites existants. Donc, ça, c'est aussi ce qui tire la puissance vers le bas. Mais il ne faut pas être trop petit. D'abord, pour la technico-économie, on pense que quand même battre les effets d'échelle quand on baisse la puissance, ça a ses limites et il faut quand même faire des réacteurs relativement gros. Les besoins des industriels, on les a vus, c'est plutôt quand même, c'est pas des micro-réacteurs selon nous, c'est plutôt la taille plutôt intermédiaire des Advanced Modular Reactors. Et puis pour le cycle des matières, faire un RNR trop petit, c'est faire un RNR qui est mécaniquement très sous-générateur, c'est-à-dire qui consomme beaucoup de plutonium, alors qu'avec cette taille-là, l'isogénération est possible, j'en parlerai un tout petit peu après. Quelques orientations de conception, donc 2 fois 400 MW thermique. Notre combustible, c'est bien du MOX, d'abord du plutonium ex-UOX, mais on a vérifié que le cœur pouvait être critique aussi avec un plutonium ex-MOX, donc des combustibles MOX usés. Des efforts faits sur la compacité du cœur, on veut un petit cœur, des systèmes passifs d'arrêt. C'est bien un réacteur intégré, donc qui, dans la pure tradition française des réacteurs intégrés ou pool type en anglais, mais par contre avec un objectif de modularité de construction en usine. Sur les circuits sodium, une particularité, c'est qu'on va avoir un nouveau composant à développer qui est l'échangeur sodium-sel, avec un sel qui sera le fluide de stockage thermique. De la mutualisation entre modules, entre 2 modules, notamment sur la manutention combustible, c'est aussi un thème où on a des choses à faire. Sur la conversion d'énergie, donc 2 réservoirs de sel fondu pour le stockage thermique, donc ça c'est une solution industrielle qui existe déjà dans le monde du solaire dans tout un tas de pays. Donc là, on ne va pas révolutionner sur le stockage en lui-même, c'est plutôt sur les couplages, les briques de couplage avec les process industriels où il va y avoir de la nouveauté. Une durée de vie qu'on estime supérieure à 60 ans, notamment du fait qu'on va pouvoir faire fonctionner les réacteurs en base complètement et sans transitoire, parce que les transitoires et la flexibilité sont gérés par la partie amont, réservoir plus système de conversion d'énergie. Une tête de série en 2035. Et puis un point important aussi, c'est qu'on veille à être sobre environnementalement et soutenable et durable du point de vue des matières nucléaires, mais aussi de tous les matériaux en évitant de recourir aux matériaux critiques. Un mot sur le design. Donc, notre module de 400 MW donc, dans une cuve de 9 mètres, assez compacte, néanmoins avec beaucoup de choses qui sont déjà connues en termes de conception. Le couplage de ces 2 réacteurs dans un bâtiment réacteur avec mutualisation notamment de la partie manutention, combustible et composants, et puis l'intégration sur des sites avec ce stockage thermique tout tanks, un réservoir chaud, un réservoir froid, et puis l'utilisateur final qui va avoir plusieurs besoins. Là, sur cette image-là, je pense qu'on a mis un petit module DAC avec des aspirateurs de carbone, une turbine et puis un process industriel de type e-fuel, par exemple. Et donc, un des enjeux, ça va être de montrer que ce stockage thermique nous permet de découpler la partie nucléaire de la partie utilisation finale, potentiellement géographiquement aussi, en se disant, est-ce que finalement, l'utilisateur final, il peut être à 1-2 km du réacteur? Est-ce que ça a du sens? C'est quelque chose qu'on va regarder assez rapidement. Sur le cœur, donc sur le cœur, le choix du combustible, c'est d'avoir un combustible qualifié et fabricable, donc une géométrie d'aiguille connue, géométrie d'aiguille de type Superphénix,
une teneur PU dans la gamme de qualification et de connaissance du comportement combustible à moins de 28,5%, une gaine connue en AIM1, et puis un cœur homogène. Ce qu'on reprend des études ASRID, c'est notamment le plénum sodium, qui a pas mal d'intérêt du point de vue sûreté. Les premiers modules, on les imagine en PU-ex-UOX, et puis le PU-ex-MOX, il dépend en fait des capacités de ce qu'on appelle MELOX 2, enfin du renouvellement des usines de fabrication de combustible pour fabriquer industriellement des assemblages avec du plutonium ex-MOX. Donc, naturellement, le cœur d'Hexana, il est légèrement sous-générateur, donc il consomme environ 40 kg de plutonium par an. Donc, dans une première phase de déploiement, ça participe à la stabilisation de l'inventaire français, avec nos REP qui produisent du PU finalement. Mais le cas échéant, Hexana peut être isogénérateur. Donc, si on va vers des parcs full RNR en fin de siècle, par exemple, on peut être isogénérateur avec l'ajout d'une seule couverture fertile. C'est aussi quelque chose qu'on a vérifié l'année dernière. Au niveau du retraitement, quelques messages. Le premier message, c'est que le retraitement du MOX RNR, c'est quelque chose qui est faisable industriellement. On l'a fait dans notre pays, dans 3 ateliers à La Hague, à Marcoule, entre les années 60 et les années 90, jusqu'à 27 tonnes de MOX ont été retraitées. D'ailleurs, le MOX RNR a été retraité avant le combustible REP à AT1 à La Hague. Donc, la difficulté, par contre, qu'on peut avoir, c'est la disponibilité de cet outil industriel. Vous voyez la date de fin, 1994, ce qui fait que les MOX d'Hexana, ils pourront être retraités, mais plutôt dans les nouvelles usines. Donc, Hexana, c'est un nouvel acteur qui va avoir des nouveaux besoins et qui discute déjà avec Orano de ses besoins. Et par contre, on est bien conscient que développer des RNR, ça se fait que pour aller vers un cycle fermé, c'est-à-dire avec un combustible qu'on peut fabriquer et qu'on peut retraiter. Donc, on se fait fort de prendre à la conception dans nos choix la retraitabilité du combustible, et notamment, par exemple, sur des teneurs PU maximum à environ 30%. Sur les déchets, ce qu'on peut dire, sans avoir d'études encore précises sur la solution Hexana, c'est que Hexana, c'est un RNR, donc il bénéficie des mêmes qualités, qui gèrent globalement moins de déchets que les REP. Il y a une publication avec ces chiffres-là sur la HAVL, les MAVL. Et puis, nos choix de design aussi, ils éviteront les solutions sans exutoire. On peut penser au graphite, on peut penser aux structures avec du cobalt qui s'activent ou aux matériaux critiques pour des raisons de souveraineté. On va en faire quelque chose de souverain et de sobre environnementalement. Alors la souveraineté, un petit mot quand même. Il y a le rapport OCDE sur les ressources en uranium qui est sorti, je crois, la semaine dernière. On peut voir 2 choses. Première chose, c'est que l'Europe, elle est inexistante dans la production d'uranium. Alors dans un monde mondialisé où on peut être à peu près copain avec pas mal de gens de ce diagramme, ça pose pas trop de problèmes. Est-ce que ça posera dans 20 ans, dans 40 ans, dans 50 ans? On ne sait pas. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point de ce rapport, c'est que la demande, elle est plutôt croissante, avec potentiellement jusqu'à un doublement de la demande de consommation d'uranium d'ici 2040. Donc on peut se poser la question de la disponibilité du prix de cette ressource à horizon 2050. Et donc, si on veut avoir des réacteurs qui se démarquent de cette ressource à cet horizon de temps, c'est maintenant qu'il faut les développer, et c'est bien le but d'Hexana. Un autre mot sur le CO2. Dans ce graphe à gauche, vous voyez un peu l'impact environnemental du nucléaire et des différentes étapes. Je pense qu'en bleu clair, ça doit être les réacteurs, par exemple, et puis en marron, c'est les mines. En vert, c'est l'enrichissement. Et on voit que 50% du coût CO2 du nucléaire, il vient des mines et de l'enrichissement. Donc, globalement, à grosse maille, mais aussi dans la publication dont vous avez la référence en bas, un parc de réacteurs RNR, il divise par 2 encore l'impact carbone du nucléaire parce qu'il se passe des mines et de l'enrichissement. Et donc, on est à moins de 3 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, c'est de l'ultra bas carbone, ce que je pourrais appeler la force tranquille de la décarbonation. Et donc là, on est encore quasiment une échelle en dessous de, par exemple, du photovoltaïque, qui est plutôt entre 20 et 40 grammes. Et puis, ne parlons même pas des fossiles. Donc, on est bien dans une solution ultra bas carbone. Sur la sûreté des RNR, quelques éléments. Déjà, un premier élément, je vous remets ce verbatim d'André-Claude Lacoste, qui était à DISN à cette époque-là, DSIN, ex-ASN sur Superphénix, qui disait bien que le niveau de sûreté de cette installation il est cohérent avec celui des réacteurs à haute suppression. Donc, on n'a pas à rougir du niveau de sûreté des RNR français.
Néanmoins, on sait qu'on peut faire mieux et qu'on doit faire mieux. On l'a fait avec Astrid. On sait que la filière sodium, elle fait partie des 6 filières de Gen 4, dont un des critères est l'excellence en sûreté, prévention et mitigation des accidents. Et nous, on pense qu'avec les réacteurs sodium, on peut le faire. C'est un métal liquide qui est industriel, qui a un choix de raison pour un réacteur. C'est un très, très bon caloporteur, ce qui nous permet de faire de la convection naturelle, de refroidir avec des échangeurs sodium-air, d'avoir une grande inertie thermique, donc qui fait des réacteurs très résilients en cas de scénario de type Fukushima. On a souvent coutume de dire no power, no water, no problème avec ce type de réacteur. On n'a pas de pression, on a de la marge à l'ébullition. On a un fabricant français qui est leader métaux spéciaux dans la fabrication de sodium, et c'est le 6e élément le plus répandu sur Terre qui est utilisé dans l'industrie du solaire, des batteries, etc. Et par contre, on sait que c'est des contraintes industrielles qui sont connues, qui sont surmontables. Donc, j'ai parlé de la réaction sodium-eau qui, chez nous, est éliminée grâce au stockage thermique. Sur les fuites sodium, ce sont des événements industriels qui peuvent arriver. Je rappellerai que Phoenix a été 35 fuites sodium, maximum 2 kg, et il n'y a jamais eu ni de feu de sodium, ni de conséquences. C'est des choses qu'on sait gérer, le cas échéant. Et puis l'exploitation des équipements en sodium, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pareil. Depuis 40 ans, on développe des moyens, notamment ultrasons. Donc pour nous, le sodium, c'est un bénéfice-risque qui est largement favorable, par contre avec une communication qui est sûrement un peu à reconstruire. Notre feuille de route, elle vise à déployer des dizaines de réacteurs, d'abord en France, puis dans d'autres pays de type Grande-Bretagne, à horizon 2050. Pour ça, on vise le démarrage d'une première tête de série en 2035 en France. Et pour être à l'heure à ce rendez-vous, il faut démarrer la conception dès cette année. Et donc, notre phase de pré-APS qui va durer 18 mois, elle démarre là cet été pour 18 mois. Elle sera suivie d'un APS de 2 ans qui conduit à un dossier d'option de sûreté soumis à l'ASN fin 2026, puis une phase d'APD conclue par une DAC et un RPRS, et une construction d'environ 4 ans sur un site français. La phase de préfaisabilité qui commence, elle commence déjà en ce moment. On est en train de créer la société en ce mois d'avril et de déposer notre dossier à la BPI, à l'appel à projet France 2030. Puis une phase où on va préparer la levée de fonds, le gréement des équipes, tous les partenariats, le programme technique pour une levée de fonds et un kick-off technique du pré-APS en octobre pour une phase de 18 mois jusqu'en mars 2025 et l'APS. Donc les principaux challenges techniques de cette phase-là, ça va être d'avoir un design complet du système, de sécuriser notre stratégie sur les supply chains combustibles et gros composants. Il y a des choses nouvelles à développer, l'échangeur sodium-sel, le stockage thermique, les couplages avec des procédés industriels. Un des enjeux clés, ça va être la modularité. Est-ce qu'on peut faire une cuve de moins de 9 mètres et faire passer 400 MW dans cette cuve? Et puis des choses plus classiques, le balance of plant, la démarche sûreté, et puis stabiliser le business plan. Les partenaires techniques, donc on peut déjà vous annoncer que les 3 partenaires historiques vont être des partenaires techniques d'Hexana, CEA, EDF et Framatome. Et on a plusieurs autres partenaires techniques qui vont être annoncés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On a pour l'instant 14 lettres d'intérêt d'industriels qui ont fait marque de leur intérêt pour la solution Hexana. Alors 80%, c'est le chiffre que disait Sylvain, c'est le chiffre monde, mais un bémol majeur, sauf un pays majeur qui a déjà réussi une partie de sa transition, c'est la France. La France, elle a montré l'exemple au monde entier comment décarboner son mix électrique. C'est assez flagrant. Et on est très fiers de ça et on pense que la France, elle a une vocation universaliste dans son approche et donc de montrer au monde comment on va pouvoir décarboner toutes nos énergies. Et la solution Hexana, ce sera une des solutions, voire la solution qui permettra d'atteindre ce but et de montrer au monde à quel point c'est faisable. Et c'est le sens de notre logo, c'est un des sens de notre logo. Donc c'est l'hexagone, c'est la France et la souveraineté, mais avec ces chevrons qui rayonnent dans le monde et qui montrent un peu la voie vers cette décarbonation profonde. Voilà, merci de votre attention. Il y a un petit dernier slide pour dire que vous pouvez déjà nous suivre un peu sur les réseaux. On a un site internet et quelques retombées médiatiques. Voilà, merci de votre attention. Merci à tous. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup Paul, c'était vraiment très intéressant. Il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent, donc n'hésitez pas à les poser. Je vous rappelle, vous avez la petite application Slido en haut de votre écran. Il y a déjà, vous pouvez soit poser vos questions, soit voter pour des questions déjà posées.
Et si vous n'avez pas l'application Slido, vous pouvez aller dans Conversation, vous trouverez un lien qui vous permettra à la fois de poser vos questions et de voter. Voilà. Donc, en attendant vos questions, donc je voudrais passer la parole à Patrick Lederman, qui est membre de l'Académie des technologies. Et pour Patrick, vous puissiez faire une petite carte blanche sur la présentation qui vient d'être faite sur le projet Exana. Merci Valérie. Donc très rapidement, merci de cette présentation qui est très claire. Hein. Peut-être revenir sur quelques points rapidement. Donc un intérêt important de la solution Exana que vous avez présentée, effectivement, c'est le multi-recyclage uranium-plutonium pour à la fois utiliser le plutonium pour produire de l'électricité, donc réduire le volume de déchets, et aussi multi-recycler l'uranium, utiliser l'ensemble, la totalité de l'uranium, et donc éliminer tout problème, tout coût et problème de ressources. Donc c'est vraiment un enjeu d'économie circulaire très important pour ces réacteurs qui seraient donc en complément des réacteurs à eau pressurisée qui constituent aujourd'hui le parc nucléaire français. Hein, donc en ayant donc un multi-recyclage, puisqu'on sait que le recyclage en REP est limité. Également, vous avez insisté, c'est très important, en complément de l'électricité, c'est la production de chaleur industrielle. Par exemple, vous avez mentionné la production d'hydrogène, le fait qu'on ait des températures de 300, 400, 500 degrés, par exemple, ça permet de recycler cette chaleur pour favoriser la vaporisation de l'eau sous 10-30 bars pour l'électrolyse haute température, par exemple, et donc augmenter le rendement de l'électrolyse et donc la compétitivité de la production d'hydrogène pour ensuite, comme vous l'avez montré, utiliser, par exemple, cet hydrogène pour faire des carburants de synthèse, etc. Donc, il y a à la fois des marchés de l'électricité en complément des REP, par exemple, pour l'économie circulaire, et c'est très important, mais aussi, comme vous l'avez dit, la production de chaleur industrielle, la production d'hydrogène, etc. Alors, un point aussi très important, c'est de renforcer les démonstrations de sûreté que doit permettre la petite taille. En même temps, vous avez choisi une taille qui me paraît bien adaptée, parce qu'à la fois, elle a ce rôle d'équilibrage du multirecyclage, pour lequel, comme vous l'avez dit, il faut une puissance quand même suffisante, et en même temps, une puissance réduite qui change un peu le paradigme de sûreté, et comme vous l'avez dit, normalement en visant une sûreté intrinsèque, hein, et l'évacuation bien sûr passive par la puissance résiduelle, etc. Donc cet équilibre me paraît important, et le renforcement de la démonstration de sûreté sera un élément important, surtout pour le couplage avec des sites industriels, comme vous l'avez dit. Hein. Et puis enfin, on bénéficie pour cette technologie, bien sûr, d'une base de connaissances très solide en France, hein, donc de l'industrie nucléaire. Donc voilà, ce projet me paraît vraiment bien très utile à développer. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je vais commencer avec les questions. Alors, je suis en train de lire celle qui a eu le plus de votes. Donc, je vous la lis. Il y a beaucoup plus de structures dans les combustibles RNR que dans les combustibles REP. Comment arrivez-vous à 40%? Question bien technique. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, ce qu'on fait en moins dans un RNR par rapport à un REP, c'est les HAVL et les moyennes activités vie courte. Sur les MAVL, on est effectivement un peu plus. J'ai plus en tête le chiffre, peut-être 15. 20%, plus 20% sur plus 20%, il l'a retrouvé. Les tubes hexagonaux principalement. Et la différence entre un REP et un RNR, cet hexagone qui est dans notre logo d'ailleurs, qui est le tube hexagonal typique de l'assemblage RNR. Donc ça, c'est une structure en acier qu'on n'a pas dans un REP et qui fait que sur les MAVL, on est un peu plus que sur le REP. Donc c'est surtout sur les HAVL et tous les autres, sauf MAVL, qu'on est plus vertueux que les filières REP. D'accord, merci beaucoup. Il y a peut-être une erreur dans le slide, je pense, si on a eu la question, il faudra qu'on vérifie. Je pense qu'il y a une petite coquille, ouais. D'accord. Merci. C'est peut-être pour ça. D'accord. Ouais. La deuxième question qui a eu le plus de votes, c'est quelles sont les différences importantes entre Exana et le natrium de TerraPower? D'accord. Je vais prendre la question, effectivement. On l'a souvent.
Premier élément, Natrium, le design du réacteur Natrium, ce n'est pas un réacteur modulaire. Il n'a pas vocation ni à être fabriqué en usine, ni à jouer sur cet aspect modularité ou twinage de deux réacteurs. Natrium, et le choix de TerraPower, c'est de reprendre le design de Prism, qui était un design fait par General Electric dans les années 80, et ils n'ont rien fait de plus sur le design. Donc ça reste finalement plutôt une homothétie d'un gros réacteur qui est en mode un peu plus petit. Deuxième grande différence, c'est que Natrium n'a pas de vocation de fermeture du cycle. Natrium, c'est un réacteur à l'uranium enrichi, à ce qu'on appelle l'HALEU, donc de l'uranium à 20%. Et donc, d'ailleurs, Natrium et TerraPower jusqu'à l'année dernière, devaient se fournir en Russie pour ce combustible, et donc ils sont un peu en difficulté. Donc, il n'y a pas de vocation à fermer le cycle. Une autre différence, c'est qu'il n'y a pas de vocation non plus à fournir de la chaleur ou des procédés industriels de façon stable et continue. Donc, il y a un stockage thermique pour faire de l'électricité de façon flexible et remplacer les centrales à charbon aux États-Unis, mais il n'y a pas cette notion d'être un vecteur finalement d'une décarbonation profonde. Et puis enfin, quelque chose, je dirais, de plus général sur le contexte RNR entre la France et les États-Unis, c'est que la France a bien plus de compétences, de codes de calcul, de supply chain, d'industriels qui seraient encore capables de step up et d'aller vers le développement d'un réacteur industriel, alors qu'aux États-Unis, la dernière construction de Clinch River s'est arrêtée au début des années 80. Donc, leur capacité à faire des réacteurs sodium, à développer même des boucles, des gros composants, etc., elle peut être largement remise en question. Voilà pour quelques éléments. Et puis, tout ça pour vous dire aussi, si vous pensez qu'on a piqué le concept à TerraPower, je peux le dire là publiquement. Nous, au CEA, on travaille sur ce concept depuis 2018 et on a publié, avant que TerraPower mette en lumière sa solution Natrium en août 2019. On avait publié à ICAP 2019 à Juan-les-Pins pour ceux qui étaient là. Très bien. Voilà, pour Natrium. Merci beaucoup. Donc, on a une question sur le coût de production. Donc, on dit traditionnellement que le coût de production des RNR, c'est 1,5 fois le coût de production des REP. Est-ce que vous avez fait quelques premières études économiques pour évaluer le coût de production comparé des deux filières? Alors, oui, c'est un enjeu majeur pour un RNR. Alors, le chiffre qui est retenu par celui qui a posé la question, là, de 50%, c'est plutôt la fourchette haute. Quand on regarde les publications internationales, on retient entre plus 25% et plus 50%. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, on disait en France plus 35%. EDF avait réévalué, je crois, après les études Astrid, à plus 45%. Les Russes disent plutôt plus 25%. Donc, nous, le chiffre qu'on retient, c'est plutôt quelque chose comme plus 35% de CAPEX, effectivement. Donc, comment on est économique? C'est quoi nos leviers pour rendre ça économique? Alors, il y a déjà le levier, je dirais, tout ce qui est lié à la modularité et à la petite puissance. La modularité et la petite puissance, ça veut dire de l'effet de série, de la construction en usine, des durées de chantier plus courtes, parce qu'on n'a pas d'atelier site, par exemple, pour souder, pour fabriquer la cuve. Il y a aussi tout ce que nous a permis Astrid, c'est-à-dire qu'Astrid, il y a une démarche design to cost sur la fin du projet, de 2013 même jusqu'à 2019, qui a permis quand même de faire des grands progrès sur la façon qu'on avait de voir les coûts dans un RNR. Et puis enfin, la petite puissance, c'est aussi des simplifications de design, que ce soit sur le nombre de circuits sodium ou sur la longueur des circuits sodium, ou la mutualisation de la partie manutention. Ça, c'est des choses importantes. Il y a encore des efforts à faire de design, notamment sur cette partie manutention. J'en parle parce que dans la comparaison RNR versus REP, c'est quoi la comparaison RNR versus REP? C'est la manutention, c'est plus compliqué. Le sodium, c'est opaque, tout est inerté, etc. On estime que le CAPEX d'un bâtiment en manutention par rapport à un bâtiment de REP, c'est x13 quasiment. Donc, c'est un gros surcoût. C'est la manutention. C'est les circuits sodium, donc il faut en diminuer le nombre et la longueur. Et donc ça, c'est les deux grands postes de surcoût sur lesquels il faut travailler. Et c'est plus facile d'y travailler sur un petit réacteur que sur un gros. Et enfin, ça c'est pour le CAPEX, mais ce n'est pas tout.
C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui compte, c'est à quel prix on vend l'énergie. Et là, on a plusieurs facteurs de compétitivité liés à Hexana et des externalités. Donc, les facteurs de compétitivité, c'est qu'on estime pouvoir étendre la durée de vie par rapport au RNR précédent parce que notre RNR, il va fonctionner en base et il ne va pas faire de transitoire. On estime qu'avec notre stockage thermique, on va pouvoir optimiser nos revenus, que ce soit sur de l'électricité très flexible ou de la vente d'énergie à des industriels à des prix garantis sur le long terme. Et puis une efficacité énergétique accrue, par exemple si on prend l'hydrogène, avec un SFR à puissance équivalente entre un RNR et un REP, on fait 27% de plus d'hydrogène parce qu'on a un rendement électrique meilleur grâce à la haute température. Et enfin, les externalités qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on pense arriver dans les 20 prochaines années, 20-30 prochaines années. Il y a d'abord les prix de l'uranium. On l'a dit, il peut y avoir des tensions qui arrivent à partir de la milieu du siècle. Il y a les coûts d'investissement. Je rappelle que le nucléaire, il est dans la taxonomie européenne, mais avec une date de fin pour les réacteurs Gen 3, alors que pour le nucléaire durable de Gen 4, il n'y a pas de date de fin. Donc, à partir de 2045 environ, c'est possible qu'il soit beaucoup plus facile d'emprunter sur les marchés pour construire un RNR que pour construire un REP. Et enfin, tout ce qui est lié à la réglementation et au prix du carbone, quand on arrive avec une solution qui fait 2 grammes de CO2 par kilowattheure, le jour où il y a des taxes carbone un peu tous les scopes industriels qui arrivent, Hexana est mécaniquement extrêmement bien placé. Et donc ça, à la fin, ça fait un prix de l'énergie compétitif qui permet de compenser ce CAPEX plus élevé. Merci beaucoup, c'était très très clair. Quels sont les apports du projet Astrid? Donc ça, tu en as parlé un petit peu pendant ta présentation, mais est-ce que tu peux refaire un récap? Astrid, c'est quand même 10 ans de projet avec plus de peut-être 600 ingénieurs à un moment qui devaient travailler sur le projet vers les années 2015 à 2017. Donc, je dirais le premier apport important, c'est l'apport en compétences. On a redéveloppé beaucoup de compétences, beaucoup de jeunes ingés qui sont arrivés pendant cette période-là. Et donc, démarrer un projet comme Hexana, alors que Astrid a été arrêté il n'y a pas si longtemps, c'est déjà l'opportunité d'avoir quand même tout un spectre de compétences chez les grands acteurs des RNR, mais aussi ailleurs, chez des sous-traitants, chez des ingénieries, etc. Le deuxième grand apport, je dirais, c'est tout le travail qui a été fait pour mettre les codes de calcul, les outils de simulation dans un monde un peu moderne. La notion d'OCS, d'outils de calcul scientifique au sens du guide 28 de l'ASN. Et ça, vraiment, on est passé d'un monde à l'autre grâce au projet Astrid. Et ça, c'est un avantage comparatif important des RNR sodium par rapport à d'autres filières moins matures. Et puis enfin, je dirais, il y a eu quand même un certain nombre d'innovations, de progrès aussi dans la démarche de sûreté. Et puis, dernier point, vous savez qu'à la fin du projet Astrid, on est passé à une plus petite puissance, New Astrid, qui correspond à peu près, je dirais, à la puissance qu'on a. Donc, sur tout un certain nombre de composants, on ne va pas forcément chercher à réinventer la roue et on ne va pas chercher à faire de l'innovation à tous les étages, mais il y a pas mal de choses de New Astrid qu'on va pouvoir reprendre. Même si New Astrid n'avait pas cette vocation de modularité, par exemple, et de fabrication en usine. Et ça, c'est vraiment ce que Hexana souhaite apporter. On n'en a pas parlé, je fais une petite question annexe par rapport à cette question-là. C'est comment se passe justement l'apport de propriété intellectuelle du CEA dans le cadre d'Hexana? Eh bien, en fait, aujourd'hui, Hexana travaille avec le CEA et puis EDF Framatome et met en place des accords qui permettent d'accéder à ces connaissances antérieures au profit de ce projet. Voilà, c'est très simple, c'est la mise en place d'accords contractuels très simples sur de l'API. Donc c'est vrai que ça nous permet de bénéficier des 50 années de travail qui ont été menées, alors plus précisément sur certains projets en particulier et les projets récents. Et voilà, on va capitaliser là-dessus et on va construire aussi et produire notre propre savoir-faire, nos propres innovations sur ce socle, sur ces bases extrêmement pertinentes que nous apportent nos partenaires industriels et puis le CEA. Merci beaucoup. Quel est l'état de vos discussions avec l'ASN? Alors, l'État, on n'a pas discuté encore avec l'ASN, on est en train de créer la société. Ce qu'on peut dire, c'est que le projet, il a été présenté médiatiquement il y a à peu près un mois,
Mais un mois avant, on avait fait une première présentation à la CNE, la Commission nationale d'évaluation, où je crois dans les participants, il y a des gens de l'ASN, de l'IRSN. Donc, ce projet il commence à être un peu à être connu. On n'a pas encore eu d'échange direct avec l'ASN. Ce qu'on prévoit de faire, vous l'avez vu dans la frise, donc c'est un dossier d'option de sûreté qui arrive en 2026. Mais on ne commencera pas les discussions avec l'ASN à cette époque-là. Ce qu'on espère faire, c'est plutôt pouvoir, sous forme soit de mémo ou de réunions dédiées, thème par thème, aborder déjà les principaux points différenciants avant le DOS. Donc, il y en a quelques-uns, hein, notamment les enjeux de périmètre de l'INB. C'est-à-dire que nous, dans notre solution, effectivement, la partie après le stockage, voire le stockage lui-même, n'est plus dans l'INB et peut être éloigné géographiquement du site. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît intéressant à discuter assez tôt avec les autorités de sûreté. La démarche accident grave, par exemple. Exana souhaite prendre en compte l'accident grave, la fusion généralisée du cœur, peut-être de façon un peu différente qu'elle avait été faite dans Astrid, mais c'est aussi des choses extrêmement structurantes. La liste de situations pratiquement éliminées, qui est aussi un enjeu assez structurant dans un dossier de licensing. Donc tous ces thèmes-là, on les a identifiés et on compte les aborder avant le DOS, donc dans la période, je dirais, 2024-2025. Et puis on se tient prêt dès que la société est créée et qu'on peut aller la présenter nous-mêmes à la SN ou à l'IRSN, on est prêt à le faire de la même façon qu'on vient de le faire aujourd'hui, pour planter le décor, on va dire. Merci. Alors, donc je pense que tu avais répondu un petit peu à ça dans ta présentation, mais en fait, est-ce qu'il est prévu finalement que le réacteur soit sur un site nucléaire? Et auquel cas, d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà identifié un site pour la tête de série, ou sur le site d'un industriel consommateur? Tu as parlé d'une certaine distance, hein, c'est ça? La tête de série, effectivement, on l'envisage plutôt sur un site déjà nucléaire. On a une idée privilégiée, mais on ne va pas en parler tout de suite. Par contre, assez vite, il faut se figurer que cette solution est, comme tous les gens qui font des webinaires SFEN, des AMR, des MMR, ça a de sens que s'il y a des nouveaux sites nucléaires en France. Tout ça n'a de sens que si, effectivement, par exemple, près de Fos-sur-Mer, près de l'étang de Berre, un jour, on peut implanter des réacteurs nucléaires un peu qui fournissent des énergies décarbonées multiservices à tout un tas de end-users. Donc, il faut se préparer à le faire. Il y a un enjeu d'acceptabilité du public, des pouvoirs publics. Nous, ce qu'on ressent dans nos discussions qu'on peut avoir avec des industriels, c'est qu'il y a des industriels qui sont prêts à le faire. Ils disent, une industrie, on sait gérer des risques, c'est des risques peut-être supplémentaires à gérer, mais on va y arriver. Donc moi, je sens une certaine maturité des industriels pour ça. Le public, l'opinion publique, elle change beaucoup en ce moment, donc c'est peut-être du point de vue des pouvoirs publics qu'il y a le plus de chemin à faire dans l'acceptation. C'est peut-être un peu personnel ce que je dis, mais je pense que c'est plutôt dans cet ordre-là qu'on voit les verrous peut-être d'acceptation. Oui, et puis notre travail, c'est vraiment d'engager les discussions, de travailler avec les territoires. Et dès maintenant, autant avec des industriels qui sont dans cette démarche de décarbonation et qui n'ont pas beaucoup d'alternatives, c'est de travailler avec eux, c'est de travailler avec les collectivités et imaginer qu'est-ce qui est faisable sur la base de la cartographie, finalement, qu'on vous a présenté au début, et tout de suite essayer d'avoir cette réflexion, à savoir comment demain on peut imaginer ça dans les meilleures conditions, de manière très transparente, avec l'ensemble des acteurs qui sont impliqués et qui pourront tirer les bénéfices de ces solutions. Je vais embrayer sur une question qui est assez proche, qui est en fait justement comment vous entendez gérer l'acceptation publique, sachant que Phénix a été rejeté par le public. Moi, je m'inscris en faux. Alors, en tout cas, pour Phénix, je pense que c'est un réacteur très bien accepté localement à Marcoule, qui n'a jamais vraiment posé de problème ou eu d'opposition. D'ailleurs, quand on a fermé Super Phénix, il n'y a personne qui a demandé à ce qu'on ferme Phénix et on a pu l'exploiter jusqu'en 2009 avec beaucoup d'acquis scientifiques et techniques sur cette fin de vie de Phénix.
qu'on a exploité il y a encore une quinzaine d'années. Hein. Superphénix, il y avait plus d'opposition. Moi, je pense que notre meilleur atout en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer à l'Assemblée ce jour-ci, avec le rapport de la commission d'enquête, où finalement, 20 ans après, on ne trouve plus grand monde pour défendre, même politiquement, l'arrêt de Superphénix et de cet outil-là. Donc, je pense qu'il y a eu du chemin de fait, et le rejet, il n'était pas vraiment par le public, je pense. Je pense que vraiment, il était par effectivement des associations écologistes de l'époque, très soutenues par, on va dire, un certain milieu médiatique. Je pense que la configuration, elle est en train de changer, mais du tout au tout vis-à-vis de ces enjeux. Et donc, il y a de la communication à revoir sur le sodium. Ça, c'est clair. Le sodium, ça peut faire encore peur. Ça fait moins peur quand on a exploité un peu un réacteur. Hein. Franchement, moi, j'ai exploité Phénix. C'est un bonheur d'exploiter ce réacteur. Sodium, ça ne fait pas peur, quoi. Mais bon, il y a de la communication à revoir. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mes collègues, mais je ne pense pas que Phénix ait été rejeté. Peut-être que la personne voulait dire Superphénix parce que peut-être. Où il y avait plus d'enjeux médiatiques, on va dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre business model? Est-ce que votre idée, c'est que vous opérez les réacteurs ou vous les vendez à un exploitant type EDF? La première réponse qu'on peut donner, c'est qu'on a une priorité qui est évidente, c'est déjà d'en arriver à être en capacité de fournir des plans, de disposer des autorisations de création, en collaboration évidemment avec un exploitant. Donc notre priorité, hein, c'est de pouvoir avoir le sésame qui permet de déployer cette technologie sur le territoire. Évidemment, il faut tout de suite se poser la question, à savoir quel rôle Hexana peut jouer de manière très pertinente dans le processus d'industrialisation, dans la réalisation de l'usine, puisqu'on aura besoin de construire une usine qui sera chargée de fabriquer de manière standardisée ces séries de réacteurs. Donc c'est aussi un rôle qu'on peut prendre. Quant à avoir une vision claire et précise sur une position d'Hexana dans un rôle d'exploitant, ça c'est quelque chose qui est encore plus lointain. Mais on sait que le monde va changer. Hein. D'ici 8-10 ans, la configuration des acteurs dans ce domaine pourra changer. Et on le voit grâce à l'émulation aussi et aux autres acteurs qui sont autour de nous. Donc là-dessus, on ne peut pas vraiment se prononcer. En tout cas, on sera très attentif des opportunités. Et je précise bien que quand bien même Hexana aujourd'hui ne vous dit pas demain Hexana sera exploitant, Hexana sera au service de ses clients du début à la fin. C'est-à-dire que quand bien même on s'arrêterait à de la fabrication, de la construction, la question d'adapter la solution Hexana à un besoin extrêmement précis pour cet aciériste, pour ce chimiste, pour ce cimentier, ça c'est quelque chose qu'on assurera avec l'équipe de France qu'on est en train de constituer, avec l'ensemble des compétences qui permettront de répondre de manière très précise à la demande et d'arriver avec une solution clé en main qui leur permet non pas juste d'avoir des plans d'un réacteur ou alors un réacteur posé à proximité de chez eux, mais bien d'avoir une solution clé en main qui leur fournira l'ensemble des commodités et des vecteurs énergétiques dont ces industriels auront besoin, telle quantité de chaleur, telle quantité d'électricité, telle quantité d'hydrogène. Donc c'est bien ça qu'on veut proposer. Et puis ce modèle d'affaires, voilà, il s'affinera. On a dans cette phase de préfaisabilité qui va s'engager ces prochains mois, ce rôle, cette mission en tout cas d'avancer sur le dérisquage, aussi bien technique, sur le modèle économique que sur le modèle financier. Donc c'est en cours d'instruction et on ne préfigure pas de tout, mais en tout cas, tout est possible. Alors, combien faut-il d'Hexana pour mettre en place une filière de multirecyclage en France et à quel horizon? Alors, si je comprends la question, parce que filière de multirecyclage, c'est beaucoup les usines du cycle et un peu les réacteurs quelque part. Donc, si je comprends la question en disant, par exemple, on a un parc de REP qui produit du plutonium et combien il faut d'Hexana pour consommer ce plutonium, ça, c'est une étude qui est en cours en 2023. On imagine que la réponse, ça ne va pas être non plus des centaines de réacteurs, mais ça ne va pas être 2 réacteurs. Ça reste des petits réacteurs, de la petite puissance par rapport à la puissance du parc installé. Donc, pour compenser, pour que tout ça s'équilibre, je ne sais pas, on va peut-être tomber à 15 ou 20 réacteurs ou peut-être plus, je ne sais pas. Enfin, c'est des études qui le diront. Mais c'est sûr que
Exana tout seul, sans le renouvellement des usines du cycle, et puis avec seulement quelques réacteurs, ça apporte pour aller dans le chemin de la fermeture du cycle, mais la fermeture du cycle global, c'est beaucoup d'Exana, c'est peut-être à la fin aussi des gros RNR qui existent toujours dans le paysage à la fin du siècle pour le multi-recyclage PU. Donc c'est un moyen d'y arriver, ça ne fera pas tout seul tout de suite, clairement, et on est bien conscient que c'est très lié à ce qui va se passer sur ce qu'on appelle le renouvellement des usines du cycle, que ce soit sur la fabrication ou le retraitement. Et quelque part, Exana, ça va être le meilleur allié de notre industriel sur le sujet d'Orano pour porter un message aussi auprès des pouvoirs publics pour dire que tout ça ne peut être qu'une réalité qu'avec un soutien public, pas que sur les réacteurs, mais aussi sur les usines. Merci beaucoup. Alors, une question qui est proche aussi, qui parle aussi du recyclage, c'est la possibilité d'introduire des actinides mineurs. Est-ce que c'est possible dans Exana ou c'est vraiment pour les MSR? Non, bah, je sais pas si c'est vraiment pour les MSR. C'est vrai qu'on regarde cette solution au CEA de mettre des actinides mineurs dans des réacteurs rapides à sel chlorure, molten salt. Dans les SFR, en fait, dans les réacteurs sodium, mettre des actinides mineurs, qu'est-ce qu'on sait? C'est quoi l'état des connaissances? L'état des connaissances, c'est que la physique, elle marche. On sait que ça marcherait. Mais l'état des connaissances, c'est aussi que c'est compliqué. C'est-à-dire que le combustible est plus compliqué à fabriquer. Si on met trop d'américium dans les assemblages, ça peut un peu dégrader certains paramètres de sûreté, donc il ne faut pas en mettre trop. Les assemblages, ils mettent longtemps à être refroidis en piscine avant de pouvoir aller au recyclage. Donc, c'est des processus plutôt longs et fastidieux, mais à la fin qui marcheraient. Donc, Exana, on ne sent pas qu'il y ait on va dire, c'est une société qui cherche des business models. On ne sent pas qu'il y ait une sorte de business model de dire on reprend de l'américium et on le transmute dans des réacteurs Exana. Je pense que c'est faisable, que ce soit dans un petit cœur ou un gros cœur. Les gros cœurs sont sûrement un peu mieux adaptés du point de vue de la neutronique à cet objet. Mais pour l'instant, on ne met pas ça au cœur de notre business model, au moins pour jusqu'en 2050. Je dirais que la question, elle se pose assez peu, quoi. La priorité qu'on a, c'est quand même de permettre, comme on l'évoquait sur la question précédente, d'engager cette fermeture du cycle, ne pas forcément la traiter tout de suite avec la première solution du réacteur Exana, mais l'engager, cette fermeture. Peut-être ce qui est important, ce que je peux préciser, parce que ce n'est pas dans la présentation, mais une des visions qu'on a, qui n'est pas forcément business model, mais dans l'intérêt d'Exana, c'est que les first of a kind, les premiers réacteurs, là, les têtes de série, finalement, on les envisage quand même avec des capacités expérimentales pour les propres besoins d'Exana, monter en performance du combustible, monter en performance des matériaux de gainage, mais aussi, pourquoi pas, pour quelque part vendre des services d'irradiation à qui voudrait accéder à des neutrons rapides en Europe. Et ces services d'irradiation, des thèmes scientifiques et techniques qui seraient intéressants d'explorer grâce à ce retour des neutrons rapides en Europe, ce serait justement la mise au point et la qualification de combustibles dédiés à la transmutation. Ça, en ce moment, on peut pas progresser parce qu'on n'a plus Phénix, quoi, globalement. Des choses comme ça, c'est des choses qu'on faisait à Phénix, on n'a plus Phénix, donc on progresse moins sur ces aspects transmutation. Et donc, ça peut pas être un business model, on va pas faire que des réacteurs expérimentaux, mais sur le premier, comme on a besoin de capacités expérimentales, par exemple de cellules d'examen, des assemblages sur place pour nos propres besoins Exana, pour les matériaux, le combustible, autant faire profiter aussi la communauté scientifique et technique européenne sur des thèmes de ce type-là. Alors, on n'a plus que 5 minutes, donc il y a encore beaucoup de questions. Donc, j'ai posé des questions très simples. Il y a une question sur le rendement du réacteur. Il y a une question sur la quantité de combustible par cœur. Il y a une question pour savoir si vous purifiez le PU. Il y a un certain nombre de questions techniques comme ça. Sur le rendement du réacteur, je peux peut-être donner un ou deux détails. Le rendement d'un réacteur au sodium, classiquement, c'est 42%. Nous, notre spécificité, c'est qu'on ajoute un petit stockage thermique, un tampon de stockage thermique. Donc, forcément, ça va rajouter un peu de fuite thermique, 2-3 pompes, etc. Donc, moyenné sur la journée, le rendement, il va perdre 1 point à peu près sur 42. Donc, on va passer sur 41. En contrepartie de cette chute de 1 point de rendement, on va pouvoir produire au bon moment.
Par exemple, pour l'instant, dans les premiers dessins qu'on a fait pour l'architecture Hexana, on a prévu des stockages qui nous permettent de booster la production en moyenne sur 16 heures en journée, au moment des pics de demande. Alors, si je réutilise la terminologie du rendement en journée, grâce à ce stockage d'énergie, ce déstockage en journée, on peut dire qu'on booste le rendement à 52% de manière presque instantanée. Alors, le mot rendement n'est pas le bon, mais voilà, en journée, on va être à 52% de surpuissance, sachant qu'en moyenne, sur l'ensemble du temps de fonctionnement, on perd un petit point de rendement à cause du stockage. Merci beaucoup. La quantité de combustible par cœur? De mémoire, j'aurais dit quelque chose comme un peu moins de 2 tonnes de PU dans un cœur, mais on va voir si on a quelque chose de plus précis à vous dire. C'est l'ordre de grandeur effectivement par rapport à la... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des cœurs trop petits, parce qu'à un moment, il faut être critique. Et la quantité immobilisée par rapport à la puissance du réacteur, ça devient assez défavorable quand le réacteur est trop petit. Donc, faut... Pendant que vous cherchez, il y a aussi une question pour savoir si vous purifiez ce PU. Alors, ça veut dire quoi, ça? Purifier le PU. C'est-à-dire que c'est... L'objectif, c'est de stabiliser la qualité. Si on veut fermer le cycle de manière propre en France, l'objectif, ça va être de stabiliser à la fois l'inventaire et la qualité du PU qu'on stocke et qu'on entrepose sur le territoire. Si c'est ça qui transparaît à travers la question, oui, on va stabiliser la qualité de l'inventaire PU en France. On peut parler de redressement du vecteur isotopique. C'était peut-être ça le sens de la question, parce que sur la chimie, le réacteur en lui-même, il purifiait rien, quoi. Ça, c'est les usines qui font de la conversion et la purif du PU. Et Hexana n'a pas vocation à construire ses propres usines de fabrication et de retraitement. On a vocation à travailler avec Orano, quoi, dans le sens équipe de France du nucléaire Gen 4, quoi, et pas de... On n'a pas vocation à remonter la chaîne de valeur jusqu'à la fabrication de combustible au plutonium. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça le sens de la question. Alors, donc après, pour finir, il y a des questions plus business. Donc, la première, c'est comment prévoyez-vous de gérer l'aspect production de série? Comment vous voyez ça? Puis des questions commerciales. Est-ce que vous avez déjà rencontré des industriels potentiellement clients? Je crois qu'il y a une question aussi sur l'internationalisation du projet. Voilà, donc est-ce que vous avez quelques commentaires à faire un peu sur l'ensemble de ces sujets? C'est une réponse un peu globale. On est en train d'essayer, et on va le faire, hein, d'injecter dans, on va dire, une filière industrielle qui savait faire de la série, puisqu'on a fabriqué notre parc en série. On a fabriqué une série. Mais là, on est en train de basculer dans un monde de la standardisation et de la fabrication en usine. Et cette configuration-là, elle mérite finalement de bénéficier des acquis, des savoir-faire des autres filières industrielles françaises qui, elles, savent faire de la standardisation en plus de faire de la série, que ce soit de la grande série, de la petite série. Donc, il est, de notre point de vue, intéressant de challenger finalement notre filière nucléaire et proposer à ce que notre nouveau nucléaire s'inspire aussi de ce qu'on apprend, de ce qu'on peut apprendre en tout cas des secteurs de l'aéronautique, du spatial, de l'auto, comme du maritime. Donc, Hexana, elle ambitionne très clairement d'ajouter cette touche d'exotisme et puis de vraiment injecter cette culture de la fabrication standardisée. Donc ça fait partie vraiment des choses qu'on fera. Quant à savoir, est-ce qu'on discute avec des industriels qui sont des utilisateurs finaux? Bien évidemment. Paul mentionnait qu'aujourd'hui, on avait signé 14 lettres d'intérêt dans ce projet-là. On discute avec des acteurs industriels de tout domaine. C'est assez impressionnant, hein, parce que quand on envisage de maintenir une activité industrielle lourde, qu'on envisage de la maintenir en France ou en Europe, quand on envisage de décarboner son industrie du transport lourd et longue distance, quand on envisage de monter des usines, des gigafactories, de ce que vous voulez, avec des produits français qui doivent avoir un impact et une intensité carbone réduite, hein, pour réduire l'impact du scope 3 derrière de son client final, il faut pouvoir avoir des produits bas carbone, il faut avoir ces solutions-là en très grande quantité. Donc dès lors qu'on veut maintenir une activité industrielle et la rendre bas carbone, ou qu'on veut créer une nouvelle activité industrielle qui n'a même rien à voir avec l'énergie vraiment nucléaire, hein, n'importe quelle manufacture a intérêt et vient nous voir, ou nous allons les voir pour pouvoir discuter et leur proposer cette solution qui leur permet de bénéficier
d'un impact carbone, d'une intensité carbone de leurs produits, qui est vraiment, qui peut être le meilleur de tout ce qu'ils vont faire. Donc oui, on discute avec l'ensemble de ces acteurs et les territoires pour pouvoir imaginer un déploiement commercial adapté et répondre à ces enjeux de décarbonation en France. Et très bien, ben, écoutez, merci beaucoup. Il est l'heure, donc on a réussi à tenir le timing avec une discussion extrêmement riche. Merci beaucoup aux intervenants pour leurs réponses. Merci beaucoup à tous les participants pour vos questions. Donc, avec l'accord de nos intervenants, on mettra en ligne l'enregistrement de ce webinaire dans quelques temps. Là, je vais voir avec l'équipe. Et pour pouvoir mettre à disposition cet échange en replay. Et puis aussi, donc, je voulais vous dire qu'on avait fait à l'automne une RGN consacrée aux 5 premières startups. Donc, l'équipe d'information de la SFEN, je pense, contractera l'équipe d'Exana pour avoir aussi un article de ce type pour Exana. Merci beaucoup à tous. Et à la prochaine pour le prochain webinaire qui sera dans 15 jours. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Bye bye. Bye bye.